j'espère que tu vas bien. On est de retour avec la superbe Anna pour la suite de notre vidéo avec les petits papiers qui restent. Donc là ça va être la troisième et dernière partie. Donc voilà, on voulait juste vous remercier parce qu'on a vraiment eu des très bons retours. Ouais, ça nous a fait super plaisir. Quand on l'a tourné, on s'est dit mon Dieu, mais est-ce que c'est pas juste un délire entre nous deux? Est-ce qu'on n'a pas trop parlé? Mais en fait, non, enfin vous avez apprécié, donc ça nous a fait vraiment plaisir. Malgré la longueur des deux vidéos, donc vraiment merci beaucoup et puis on espère que celle-là elle vous plaira autant que les deux premières. Sans plus attendre, on y va! On y va. Non. Et si, oulala, sexualité. On se part ça. Direct. On s'était dit, qu'est-ce qu'on va dire sur le sujet? Tabou, pas tabou, je parle de moi, pas de moi. Bon, je te laisse commencer. Ouais, non mais c'est vrai qu'on s'était dit cette question-là. En fait, moi, ça me pose pas du tout de problème de parler de sexualité, mais c'est vrai que dans ma tête, je m'étais un peu dit qu'on le garderait pour la fin parce que c'est pas forcément. Enfin, c'est toujours compliqué. Moi, personnellement, j'ai une chaîne YouTube, comme vous savez, où je parle de pas mal de sujets et ça fait partie des sujets que j'ai vraiment envie d'aborder depuis le début et que j'ai abordé de temps en temps. Mais le souci quand tu parles de sexualité en vidéo, c'est quand même que déjà tu t'exposes. Après, moi, ça me dérange pas de m'exposer parce que. Voilà, je me suis dit que c'était ok, que c'était pas grave et que les sujets dont j'ai envie de traiter sont plus importants que le fait que ça me saoule d'en parler, mais enfin que ça puisse être gênant par rapport à mon intimité. Parler que de soi, c'est un petit peu. Enfin, je trouve qu'on tourne un peu en rond. Parler avec d'autres personnes, c'est plus intéressant, mais du coup, ça met d'autres personnes dans une certaine difficulté. Et là, comme on est dans le thème le fait qu'on soit arabe, etc., on est vraiment en plein dedans parce que c'est vrai que, je pense qu'on est assez d'accord pour dire qu'on est dans une culture où la sexualité est tabou. La sexualité est tabou dans toutes les cultures, mais c'est vrai qu'il y a un tabou particulièrement fort, je pense, et qu'il y a certaines spécificités. Mais bon, tout ce blabla pour ne pas parler du sujet. On l'esquive. Voilà. Non, mais c'est la réalité, oui, je suis tout à fait d'accord avec toi. Sinon, du coup, pour parler par rapport à moi personnellement, par rapport à mon histoire, mon éducation, etc., mon rapport à la sexualité, j'ai pu raconter au cours de ces vidéos que j'avais quand même une famille relativement ouverte, pour laquelle la religion n'était pas du tout au centre. Et voilà, donc pour la sexualité, c'est la même chose. On m'a jamais, par exemple, fait l'injonction, insinué que, par exemple, je devais rester vierge jusqu'au mariage. Ça n'a jamais été quelque chose d'important. Je pense que mes parents avaient quand même cette volonté qu'il y ait quand même une certaine liberté, etc. Par contre, je vais surtout parler de ma mère parce que je pense que c'est encore plus fort chez les femmes, on s'en rend encore plus compte, mais c'est vrai que l'éducation et l'environnement dans lequel a été élevée ma mère était différent. Et elle m'a toujours en fait plus raconté la manière dont on parlait finalement de sexualité de manière détournée, c'est comment elle me racontait les injonctions qu'il y avait dans son éducation à elle et comment ça l'a un peu traumatisée et comment du coup en fait... Je vois ce que tu veux dire. Ouais, comment du coup ça... c'était un tabou tellement énorme que pour elle... je sais qu'elle me racontait que par exemple quand il y avait un garçon qui la draguait ou que... Même pas qu'il la draguait de manière sale, mais juste un garçon qui était intéressé par elle, qui montrait son intérêt même de manière hyper respectueuse. En fait, elle avait tellement intériorisé le fait que la sexualité c'était sale, que c'était pas bien, que en fait elle se sentait coupable elle-même. Elle se disait mais pourquoi il s'intéresse à moi? Est-ce que j'ai fait quelque chose de mal? Et elle avait tellement intégré ce truc que je pense que ça lui a pris très longtemps avant de réussir à un petit peu prendre ses distances par rapport à ça. Donc voilà, ça c'est des trucs que me racontait ma mère. Et en fait, je ressens cet interdit dans la manière d'être et de parler de ces choses-là un petit peu dans des femmes de ma famille des générations au-dessus. Et en fait, du coup, tout ça pour dire que moi, mon éducation par rapport à la sexualité, ça n'a jamais été l'interdit, mais par contre, c'était plus... Moi, c'est comme ça que je le vivais, c'est qu'elle savait pas comment faire, elle savait pas comment en parler, elle savait pas comment aborder cette question, du coup, elle n'en parlait pas, on n'en parlait pas, et c'était plus le vide quoi. Du coup mes parents n'ont pas voulu mettre un interdit, un truc dramatique autour de la sexualité, mais du coup ils n'ont pas su par quoi le remplacer, donc c'était plus le vide. D'accord. Voilà. Je pense que je vais aborder les choses aussi de la même manière. Je me sens pas prête actuellement à parler
de ce que c'est pour moi, ma sexualité, etc. Mais oui, d'un point de vue comme ça, culturel et l'éducation que j'ai reçue, bah, en fait, nous, oui, clairement, il y avait un énorme tabou autour de la sexualité. Je pense que j'ai même jamais prononcé le mot sexualité, surtout devant ma mère. C'est-à-dire que nous, depuis tout petit, genre si à la télé, même dans les dessins animés, il se faisait un petit bisou sur la bouche, bah, on zappait de chaîne, ou alors il fallait qu'on ferme les yeux. Moi, je t'ai pas élevé pour regarder ce genre de choses. La France a dit vous a rendu pervers. Maman, écoute, hey, toi, t'as jamais fait la bise à papa? Genre, t'as jamais fait la bise à papa? Là, jamais. Wallo. Astaghfirullah hana. Mais la bise, tout le monde fait la bise, maman. Là, c'est pas tes problèmes de soir, c'est soir de Je suis venu d'où alors? Moi, mon corps, il est sorti d'où? T'as fait la bise à papa, arrête de mentir, t'as fait la bise à papa. T'as fait la bise à papa. Je vais enlever ça, je vais mettre le modem à la table. Voilà, à table, on pouvait pas dire, enfin le mot amoureux, il était complètement genre banni, c'est-à-dire des fois on se taquinait avec ma petite sœur, oh, est-ce que t'as un amoureux? Et ma mère était, mais ça va pas, vous dites pas ça, c'est haram, c'est péché, enfin il n'y a pas d'amoureux, c'est quoi ces choses et tout. Et moi je me rappelle que j'ai vécu un truc un peu, ça m'a un peu traumatisée, c'est que j'étais en CM1 et j'avais un journal intime. Et à l'époque, bah, j'avais un amoureux qui s'appelait Valentin et j'avais fait une page. J'ai l'impression qu'on a tous eu un amoureux qui s'appelait Valentin. Valentin, c'est drôle, le prénom du petit Babtou en CE2. Et puis... Coucou les Valentins. Et j'avais fait genre la page mon petit copain, j'avais découpé sa photo. Mais c'était ton petit copain ou t'es... Oh, c'est vraiment mon petit copain, on était vraiment... Enfin, on était ensemble, vraiment. On s'était déclaré notre flamme, on s'écrivait des lettres. Et j'avais découpé sa photo dans ma photo de classe et je l'avais collée sur mon journal intime. J'avais pris un petit post-it et j'avais découpé en forme de cœur. J'avais cherché dans l'annuaire son numéro de téléphone. Et je l'avais noté, puis j'expliquais un petit peu pourquoi c'était mon copain. Enfin, mon petit copain, je l'appelais. T'avais quel âge? J'avais 8 ans, j'étais en CM1. Franchement, c'était hyper innocent. Je racontais la première fois qu'il m'avait fait un bisou sur la joue, comment ça s'était passé et tout. Enfin, voilà. Mais du coup, désolée, je te coupe parce que depuis tout à l'heure j'ai des trucs qui me viennent et je veux pas accaparer la parole. Mais du coup, ça me fait penser. Enfin, bon, moi, du coup, tout ce que toi t'as vécu par rapport à ça, c'était pas du tout comme ça pour moi. C'était pas du tout un tabou de parler d'amoureux, au contraire, ça me faisait rigoler ma maman et tout d'en parler. Et en fait, mon premier baiser, genre mon premier smack sur la bouche, c'est ma maman qui l'a organisé, s'il te plaît. Mais non! Mais oui, du coup, quand elle dit ça, ça m'a rappelé l'image. En fait, on avait. C'était un couple d'amis à mes parents qui habitaient à la campagne, donc du coup, genre, quand je disais on va à la campagne pour les vacances, pour moi c'était genre wouhou. Et du coup, il y avait un fils qui était. C'était un l'amour est dans le pré. Non, c'était un couple franco-maghrébin, genre le papa français et la maman algérienne, je pensais que c'est comme ça, enfin c'était une amie de ma mère. Et du coup, bah, le fils qui s'appelait Reda, coucou Reda, si tu regardes cette vidéo, mon grand amour d'enfance. La première fois qu'on y était allé, on était trop tombés amoureux, genre c'était vraiment mon amoureux de toute ma période d'enfance quoi. Et donc oui, ma mère elle voyait qu'on se tournait autour, qu'on était nanana, qu'on parlait de l'Égypte et tout parce que lui il était fan d'Égypte. Oh, c'est cute. Et un jour je sais plus on avait joué et je crois que ça s'était mal passé, je sais plus, je crois qu'il s'était pris un truc sur la tête, enfin je sais plus, il y a un moment quelqu'un s'était pas blessé mais s'était pris un coup. Et ma mère elle était là, bon non mais c'est bon, maintenant c'est fini, réconciliez-vous, faites-vous un bisou. Et du coup on se fait un bisou et elle dit bon et maintenant faites-le sur la bouche. Et du coup il ferme les yeux et il se met comme ça. Et là, donc voilà, c'est ma mère qui a organisé mon premier bisou. Et genre après j'étais trop contente, on était tous les deux trop contents. C'est une jolie histoire, je trouve, c'est trop mignon. Ah, moi c'était pas du tout comme ça. Parce que du coup justement j'ai expliqué voilà comment c'était pas sur la bouche mais c'est sur la joue. Et bon, ma petite sœur était toute petite et voilà, elle jouait, elle est tombée sur mon journal intime, j'avais pas mis le cadenas, et puis en fait elle est partie le donner à ma mère. Oh là là. Et là, elle a pété un câble, j'avais 8 ans, qu'elle a dit on attend que ton père y rentre et tout machin, c'était réunion, on allait dans la chambre. C'est la violation d'intimité totale pour toi, parce que c'est ton journal intime ou quoi? Mais genre l'extension de ton jardin secret. Et là j'ai le droit à un interrogatoire, en fait maintenant avec du recul je me rends compte à quel point,
ces frustrations et ces tabous-là, ça peut être quelque chose de très grave parce que je me rappelle, ils m'ont vraiment fait passer un interrogatoire, enfin surtout ma mère. Voilà, elle était en train, mais qu'est-ce qui s'est réellement passé entre vous? Je me rappelle, elle disait, mais jusqu'où vous êtes allés? Et moi à l'époque, je comprenais pas du tout. J'étais, non, mais il m'a juste fait un bisou sur la joue, non, mais maman, c'est mon amoureux, etc. Bon, du coup, je me rappelle, j'ai le droit à une treha, comme on dit. Mais ça vraiment. Ça me fait penser à Lukaku, ce mot, je sais pas si tu regardes, c'est une treha. Oui, j'ai reçu vraiment une dreha et on m'a même mis de la harissa sur la langue et tout. Non! Ah oui, c'était vraiment très violent. Et je me rappelle à l'époque, papa, il lui disait non mais Samia, arrête, ils ont que 8 ans. Je pense que ma mère, elle est partie vraiment dans des grands délires. Moi, ça m'a complètement traumatisée. Et le châtiment corporel, quoi. Genre, ah mais oui, c'est ça. Mais bon, ça m'a pas empêché pour autant de continuer de voir Valentin. Je n'ai rien dit, mais c'est vrai que j'étais... En fait, à partir de ce moment-là, j'ai vraiment eu des grosses barrières. Je me suis dit, mais en fait, je partagerai plus jamais ça avec mes parents. Et voilà, donc à partir de là, j'ai vraiment eu un genre de gros blocage. Et je trouve que c'est intéressant parce que, tu vois, c'est vrai que les expériences que tu racontes, ça me fait souvent penser aux expériences de la génération d'au-dessus, tu vois, parce que j'ai l'impression que moi, ma génération, c'était un peu... ça y est, tu vois, la majorité du boulot était faite, et j'ai l'impression que quand un truc comme ça t'arrive, quand, voilà, toi, t'as un truc hyper positif de l'ordre de l'amour, etc., et que t'as une réponse violente de l'environnement, la première étape, c'est de se dire, bon, bah, voilà, je leur en parlerai plus... parce que voilà, ils sont, voilà, c'est hyper violent. Et après, l'étape d'après, je me dis que la manière dont ma mère l'a vécu, c'est qu'en fait, elle se disait que la chose en elle-même était mal. Et c'était même plus ce que je fais, je sais que c'est bien, mais je leur en parle pas parce qu'ils sont pas capables de comprendre. Et c'est carrément, quand même, quand t'es aussi jeune et que t'as une réaction aussi violente, tu associes le truc, ce que j'ai fait c'était mal, et la sexualité c'est mal, et l'amour c'est mal. C'est au-delà de la sexualité en fait, c'est juste les sentiments, l'amour. C'est un truc diabolisé, quoi. C'était diabolisé complètement. Et même, comme tu dis exactement, il y arrivait un moment où voilà, tu grandis, etc. Du coup, moi, franchement, j'ai jamais eu de petits copains, genre quand j'étais au collège ou au lycée, parce que vraiment, même à l'intérieur de moi, c'est pas l'envie qui m'en manquait. Mais déjà, comme je vous avais expliqué, j'ai eu un petit peu un problème avec mon corps, la perception de moi-même, avec le voile et tout machin. Mais il y avait aussi ce truc où je me disais... En fait, j'étais vraiment toujours tiraillée entre ce que je pouvais ressentir et ce côté-là, comme tu expliques, où voilà, c'est foncièrement mauvais. Donc voilà, c'était toujours une genre de bataille un petit peu en moi-même entre j'ai envie de le faire et d'un côté, voilà, t'as un peu cette culpabilité. Et puis même, je me suis dit, mais j'avais aussi l'impression que j'étais un petit peu seule au monde, tu vois, parce que j'avais pas de copines... qui étaient comme moi, voilà, qui avaient de culture maghrébine ou avec un background musulman. Donc voilà, c'était assez compliqué à gérer. Et puis voilà, maintenant, par contre, en grandissant, etc., j'ai réussi en fait à dissocier maintenant un peu dans ma tête. J'arrive à faire la différence entre l'aspect culturel arabe et, si tu veux, même l'aspect religieux. C'est-à-dire que j'ai compris maintenant que voilà, dans l'islam, contrairement à ce qu'on a toujours voulu un peu me faire croire, c'est que la sexualité, c'est quelque chose qui n'est pas du tout tabou. Au contraire, bon, bien sûr, il y a un cadre, c'est-à-dire que c'est dans le cadre du mariage. Mais c'est-à-dire quand tu prends les écrits des anciens érudits, même de l'islam, des anciens savants, ils parlent de la sexualité de manière vraiment décomplexée, en parlant de comment faire plaisir à sa femme, comment la femme peut faire plaisir à l'homme. Il y a aussi le côté sacré, et qu'en fait, même à l'époque du prophète, des retours qu'on a, les gens venaient et posaient des questions au prophète, même du style... par exemple, est-ce que, en termes pratiques, est-ce que c'est telle et telle position, j'ai le droit de le faire? Parce qu'à l'époque, par exemple, la position de la levrette, justement, c'était dans le livre interdit. dont je te parlais tout à l'heure de Leila Slimani, je crois qu'elle parle de ces trucs-là, justement des représentations qu'ont certaines femmes, il me semble. Ouais. En fait, il y a 2 livres que j'ai reçus qui se ressemblent, c'est... Alors j'ai oublié son nom, l'autre, je sais pas si t'as entendu parler, c'est une sage-femme qui est sexologue, qui s'est spécialisée en sexologie et qui est voilée, et je crois qu'elle
je crois que c'est à Trappes qu'elle a son cabinet, mais en tout cas c'est dans une banlieue française comme ça. Oui, ça me dit quelque chose que tu Et elle a fait un livre justement, parler en tant que femme voilée sexologue, trop intéressant, enfin je te le prêterai si tu veux. Ouais, et juste après j'ai lu celui de Leila Slimani, pareil je me souviens plus du nom, on vous mettra tout, on vous mettra les références, mais où elle parle de la sexualité au Maroc et au Maghreb, trop intéressant. Et du coup je sais plus, je crois que c'est plutôt dans le premier de cette sage-femme voilée. Et donc elle parle de toutes ces représentations parce que du coup elle a besoin d'avoir accès aux représentations culturelles, etc. qu'ont ses patients et patientes. Comme justement la levrette, le fait que ce soit interdit. Je sais plus si c'était par rapport aux enfants, un truc comme ça. Avant l'islam, c'était quelque chose qui était genre interdit dans leur religion de l'époque. Et quand le prophète est venu, voilà, il a ramené l'islam patati patata, les gens sont venus lui dire, est-ce que du coup, pratico-pratique, est-ce que ça, par exemple, nous, avant on le faisait pas, mais est-ce que du coup, entre guillemets, l'islam nous autoriserait ? Et le prophète avait dit que oui, que c'était libre et que allez-y. Et donc c'est vrai que moi quand j'ai un peu commencé à connaître tout ça, ça m'a beaucoup énervée et je me suis dit punaise, un peu trahie et complètement. Je me suis vraiment sentie trahie et je me suis dit mais on est à des années-lumière de l'éducation que j'ai reçue, du rapport au corps, justement de cette liberté de parole. Et à l'heure actuelle, ce qui est vraiment génial, c'est que je commence un peu à en parler avec mon père et que, on en parlait la dernière fois et que je me rends compte que réellement, ces tabous-là, ça crée énormément de frustration chez que ce soit les femmes, les hommes. Et je lui ai dit, tu te rends compte qu'à cause de ça, ça explique un peu toutes les problématiques qu'il y a actuellement en Algérie, comme le harcèlement de rue, ce genre de choses, le fait qu'il n'y ait pas de mixité. Puis la législation aussi, qui est encore la virginité avant le mariage et toutes les trucs que ça engendre, puisque, évidemment, comme dans tous les pays du monde, les gens en fait, font du sexe. Comment ils doivent contourner, le faire, mais de manière où ils se mettent en danger, puisqu'ils doivent le faire dans des lieux publics, dans des voitures, dans des parcs, dans des trucs, et du coup, c'est... ce qu'on veut éviter, c'est encore pire, quoi. C'est amplifié, en fait. Ouais. C'est amplifié, et puis la dernière chose que je rajouterais, c'est qu'il y a aussi une grosse différence entre le fait d'être une femme et un homme. C'est-à-dire que c'est vrai qu'en tant que fille, le fait d'être vierge, c'est genre quelque chose de primordial et que, imaginons que la fille ne le soit pas et que le mari, le jour de la noces, le découvre, il y a beaucoup de couples qui se séparent. Et alors que d'un point de vue islamique, c'est recommandé de rester vierge jusqu'au mariage, mais pour les deux parties. Et surtout, c'est que même si que ce soit la fille ou le mec n'est pas attendu le mariage, c'est pas un critère obligatoire pour pouvoir se marier. Et ça aussi, c'est quelque chose, quand je l'ai appris, ça m'a rendu ouf, parce que je me suis dit, mais il y a tellement de gens qui en souffrent, qui le vivent mal. Vraiment, ça te crée une sorte de... à l'intérieur de toi, un tiraillement terrible. Ça peut briser des couples, ça peut briser des vies. Et je me dis alors que, en théorie, si vraiment on reste dans les cadres islamiques, c'est voilà, en fait, le rapport que tu as avec tu fais vraiment ce que tu veux avec ton corps. Je vais pas rentrer dans les détails, oui, pour les musulmans, le jour du jugement, tu devras rendre des comptes, machin et tout, mais je veux dire, entre deux personnes, l'autre personne n'a pas à savoir, en fait, ton passé, etc. Et voilà, et donc c'est pour ça, j'ai fait une petit peu de publicité, mais comme tu disais, moi aussi, c'est un sujet qui me tient vraiment à cœur, et dans la voix de Sherazade, justement, j'aimerais énormément pouvoir... parler de ça librement. D'ailleurs, si vous êtes intéressés, je fais un petit appel à témoins pour pouvoir discuter de ces choses-là avec des personnes qui sont concernées, et ça pourrait être vraiment chouette. Voilà. Ouais. Sinon, juste pour finir, je vais pas recommencer à parler parce que ça fait déjà trop longtemps, mais moi personnellement je suis psychiatre, du coup, comme tu l'avais dit, et j'ai envie de me spécialiser en sexologie en fait dans le futur, et parce que justement je trouve que c'est tellement un truc mais passionnant entre le sociétal et l'intime, et c'est à la fois un moyen de se développer personnellement aussi, la sexualité, je trouve ça passionnant. Et voilà, tout ça pour dire à quel point ça n'est pas un tabou et que c'est pas un truc qu'on m'a qui a été diabolisé, même s'il y a eu un peu ce vide, voilà. C'est pas forcément l'image qu'on a, tu vois, des femmes maghrébines. Oui, comme à l'image de cette sage-femme voilée qui est sexologue. Voilà. Moïtis. Culture. Ah. Encore un thème qui va nous prendre trop.
Ah, culture, bon. Il y a la langue, il y a les films, la musique, la littérature, enfin il y a tellement de choses. Et puis il y a les coutumes, etc. Ouais. Ah ouais, c'est vaste. Tu veux commencer? Vas-y. Bon, mon rapport à la culture arabe. J'ai baigné déjà, dedans. tu as une chaîne où tu parles de culture arabe et d'identité arabe, donc je pense qu'on a un petit aperçu. C'est vrai que j'en parle pas mal dans ma chaîne, mais ce qui peut paraître un peu paradoxal, c'est que j'ai pas... Enfin, c'est assez récent en fait. J'ai toujours été très intéressée par la culture arabe parce que clairement j'ai baigné dedans. Par exemple, pour vous expliquer, moi la première langue que j'ai parlée à la maison c'était l'arabe. Parce que ma mère, en gros mes parents se sont rencontrés en France, ma mère a grandi en Algérie, elle est venue rejoindre mon père pour vivre avec lui, elle est rapidement tombée enceinte. Et leur objectif c'était de retourner en Algérie et ma mère avait très très peur que je ne parle pas l'arabe. Donc c'est vrai qu'il me parlait que arabe à la maison, que quand je suis rentrée en maternelle, je ne parlais pas un mot de français. Ensuite, mes parents m'ont mis dans une école d'arabe, donc j'ai commencé de la grande section jusqu'à mes 16 ans. Et donc tous les samedis, j'avais 4 heures de cours où j'apprenais l'arabe littéral, donc à lire, à écrire. On avait aussi une éducation islamique qui était donnée là-bas. Donc c'est vrai que mes parents, pour eux, c'était vraiment très important de nous transmettre cet héritage linguistique, religieux. Et par contre, moi, c'est vrai qu'à l'adolescence, tu vois, c'était quelque chose que j'ai un petit peu rejeté parce que voilà, c'était assez compliqué comme on par survie aussi un peu, je pense. Hein, ouais. On en avait parlé un peu dans les précédentes vidéos, mais quand tu veux te coller un peu au moule pour être accepté par les autres, bah, c'est aussi plus facile de un petit peu renier, même si on n'était pas là, mais les caractéristiques de ton identité qui sont stigmatisées dans la société parce que, enfin voilà, du coup, j'allais dire le mot arabe, justement, ça nous permet de faire une petite aparté sur ce mot, mais les gens justement, moi par rapport à la culture d'Afrique du Nord, je trouve qu'elle est hyper riche parce que je trouve qu'on a la chance d'avoir à la fois justement la culture nord-africaine, berbère et la culture arabe orientale, même si en vrai l'Afrique du Nord c'est pas du tout en Orient d'un point de vue géographique. Donc moi je trouve que cette richesse là elle est merveilleuse et justement en ce moment, comme tu dis, moi aussi j'ai eu cette période à l'adolescence où c'était un peu plus dans le rejet, mais c'était pas du rejet actif, mais c'était plus du déni ou le fait d'ignorer, tu vois, genre cette partie de moi. Et maintenant je suis au contraire dans une phase où je trouve ça passionnant, je me suis refait toute l'histoire de l'Algérie, l'histoire de l'Afrique du Nord, l'histoire des peuples berbères, l'histoire de comment les Arabes sont venus, la langue, etc. Je trouve ça passionnant. Mais en fait, pourquoi on s'appelle arabe, c'est parce que, historiquement, il y a des gens qui se revendiquent plus comme arabes et d'autres plus comme berbères, même si on sait que génétiquement, ça n'a pas forcément de sens. Mais c'est aussi parce qu'en fait, cette identité-là, elle nous a été imposée par les autres, en fait. C'est ça, tu vois, quand on te traite de sale arabe et que t'es l'arabe de la classe, oui, en fait, du coup, moi, je me sens aussi arabe parce que c'est aussi le truc de, je sais plus comment on dit en français, mais retourner le stigma, tu vois, genre on t'a appelé comme ça de manière... Du coup, tu te l'appropries. C'est ça, du coup, tu te l'appropries, et donc, voilà, c'est pas du tout parce qu'on renie nos origines nord-africaines, berbères et ces choses-là. Au contraire, moi je trouve que c'est une telle richesse. Donc voilà, ça me permet de faire un petit aparté là-dessus, mais en fait c'est aussi en lien avec la culture arabe quand même. Bien sûr, et je pense aussi il y a ce truc que dans le Maghreb, on va prendre le monde arabe en général, c'est vrai que les Maghrébins, faut le dire, on est un petit peu considérés un petit peu comme les Arabes de seconde zone parce que... C'est ça, les petits sauvages. Voilà, les petits sauvages, si nous. Pourquoi? Parce que... On est très fiers d'être des sauvages. Moi maintenant je le suis devenue, mais c'est très récent, tu vois, parce que j'avais toujours ce complexe par exemple, quand j'entendais les Libanais ou les Égyptiens parler, je trouvais que waouh, leur dialecte était très beau et que c'était un dialecte qui était genre très proche de l'arabe littéral, alors que genre le dialecte algérien, j'étais en mode c'est pas de l'arabe. Mais c'est marrant parce que justement, moi aussi, le fait de passer, peut-être c'est un cheminement qu'on suit un peu, mais le fait d'avoir connaissance de ces cultures au Liban, au Moyen-Orient, en Syrienne, etc., et qui sont magnifiques et qui sont passionnantes, ça m'a un petit peu revalorisée dans ma culture arabe qui est dévalorisée en France. Exactement. Donc je passais plutôt par l'admiration de ces gens et par l'identification à ces arabes-là. Et après, dans un second temps, tu te rends compte qu'en fait, on a aussi cette image des arabes de seconde zone, un peu sauvages et tout. Et là, je suis dans la phase encore après où, en fait, je trouve que c'est une richesse d'avoir les deux, justement. Exactement, d'avoir les deux.
il y a cette double discrimination qui est d'abord la première, c'est des blancs par rapport à nous et des français voilà, par rapport à notre culture arabe, et puis t'en as une deuxième au sein du monde arabe, des arabes de première zone et des arabes de seconde zone, si on peut appeler ça comme ça, l'arabe le plus noble et le nôtre qui est considéré comme plus bâtard. Exactement. Ouais. Alors qu'en fait, d'un point de vue linguistique et culturel, ce n'est pas vrai. Enfin, si on prend le côté linguistique. Non, l'arabe littéral, c'est vraiment une langue à part des différents dialectes. Et même si on peut avoir l'impression que le dialecte, par exemple, libanais est plus proche, en fait, les linguistes disent que non. Enfin, c'est vraiment des langues différentes. Mais c'est pas forcément la perception qu'en ont, par exemple, les Arabes du Liban. Et puis sinon, maintenant, mon rapport à la culture arabe, il a énormément changé parce que quand je suis partie voyager, j'ai fait mon tour du monde. En revenant, forcément quand tu voyages, quand tu fais un tour du monde, tu fais un peu le tour de toi-même, et donc c'est vrai que moi la question de qui je suis, quelle est réellement mon identité, c'est quelque chose qui me suit depuis toute petite, étant donné que tu as cette double culture et que vraiment t'es entre la France et l'Algérie. Et quand je suis rentrée, je me suis dit mais en fait j'ai peut-être pas forcément besoin de choisir, et que j'ai les deux, et je me suis dit il est peut-être temps maintenant d'aller explorer ce truc que j'ai mis un peu de côté, vu que j'ai grandi, que j'ai plus besoin de me raccrocher à ma grand-mère pour dire que je suis française, ce genre de choses. Et en fait j'ai un peu redécouvert, tu vois par exemple des grands noms de la littérature du monde arabe, que ce soit des comme Yasmina Khadra, des Leila Slimani, ou encore Khalil Gibran au Liban, ou Naguib Mahfouz en Égypte, ce genre de choses. Et aujourd'hui, ça me passionne, et je me dis, mais waouh, comme tu disais, justement, même d'un point de vue géographique, on s'est quand même assez étalé. Entre le Maghreb qui a beaucoup d'influence quand même occidentale, le Moyen-Orient qui a une influence même un peu asiatique, avec l'Iran, etc. Et ça donne du coup, les créations culturelles, elles sont juste vraiment magnifiques, que ce soit d'un point de vue littéraire, que ce soit d'un point de vue musical. Je me dis, waouh, il y a trop de trucs à voir, et c'est quelque chose que j'ai vraiment envie de valoriser, et en fait dont je suis fière. Et tu vois, maintenant à 27 ans, tu m'aurais dit ça il y a 10 ans, je t'aurais dit non mais jamais de la vie. Et du coup, tu vois, je me rends compte qu'il y a une réelle évolution, et qu'aujourd'hui c'est quelque chose, qui je le ressens maintenant vraiment comme une plus-value, alors qu'avant c'était quelque chose, je le traînais un peu comme un boulet, tu vois. Oui, je vois tout à fait. Puis c'est vrai que tu parlais de double identité, double culture, mais en fait quand tu regardes un peu plus au microscope, c'est même pas double, tu vois, parce que t'as franco-algérien, mais quand tu regardes au sein d'algérien, t'as arabe, berbère, arabe du Moyen-Orient, arabe du Maghreb, en fait c'est infini, et c'est difficile de s'y retrouver là-dedans. Et en plus, à la fois ce qui nous est transmis par notre héritage, notre famille, etc., l'éducation qu'on a des Maghrébins, c'est une identité assez uniformisée par rapport à l'arabisation. On est arabe, on est musulman, l'identité musulmane est vraiment mise au premier plan, alors qu'en fait il y a tellement de mythes et de langues et de cultures hyper intéressantes et plus riches que ça en Afrique du Nord. Et en même temps, uniformiser les Maghrébins, par les Maghrébins, mais c'est aussi uniformisé encore plus par comment nous on est perçus en tant qu'Arabes par les Français, où là on va mélanger tout, les Turcs, les Arabes, même les Juifs séfarades, c'est genre vous êtes des immigrés quoi, et des foncés quoi. C'est ça, c'est mis dans le même sac. Voilà. Donc je pense que du coup quand t'es d'origine maghrébine ou arabe ou ce qu'on veut en France, clairement, dans la construction de ta culture, je trouve que c'est complètement différent d'un Algérien d'Algérie, et ça, c'est quelque chose... je me dis, j'ai mis énormément de temps à m'en rendre compte, quoi. C'est vraiment dommage. Mais bon. Moi, pour terminer là-dessus, une différence majeure que j'ai avec toi, c'est que je parle pas arabe. Mais du coup, en fait, en ce moment, je suis en train d'apprendre, et en fait, je me rends compte que c'est pas... je le parle pas, mais en vrai, il y a quand même beaucoup de choses que je connais de cette langue, mais du coup, c'est un... Toi, tu as une facilité supplémentaire et une clé supplémentaire en parlant à la fois l'arabe littéral, le dialecte, etc. C'est vrai que moi, je pense que c'est vraiment pour le coup un choix parental et un choix d'éducation de te dire... en effet, toi, tes parents, ils ont eu peur que tu aies pas cette culture-là. Moi, mes parents, ils ont plus eu la
peur que je m'intègre pas, enfin bon, ce fameux mot d'intégration, mais c'est un peu en lien aussi avec ce que je racontais, j'avais un peu raconté mon histoire, comment je suis arrivée en France dans la vidéo précédente, mais tu vois, avec l'histoire du porc à la cantine, c'est-à-dire qu'au départ, ils avaient plutôt envie de maintenir ces trucs culturels, et puis après, elle avait à être confrontée à la réalité et voir comment ça peut être difficile de lier les deux, et que du coup, ils ont plutôt fait le choix de on va faciliter les choses au maximum pour qu'elle s'intègre au maximum. Et c'est compliqué en vrai de parler à un enfant de langue, enfin il y en a plein qui y arrivent, il y a plein de familles où ça se fait et c'est top, mais je leur en ai jamais voulu parce que je sais que c'est pas facile et sur plein d'autres choses ils m'ont permis d'avoir cette ouverture, etc. et de pas douter du fait que j'avais le droit d'être comme n'importe quelle française, donc voilà, et ça m'empêche pas à l'âge adulte de me réintéresser à ça et je pense que j'aurais pas spécialement de difficulté à parler arabe parce qu'en fait j'ai baigné là-dedans, enfin oui. les sons, tout ça, donc voilà. Ouais, trop chouette. Voilà, notre vidéo elle s'est terminée, je filme rapidement ici pour t'expliquer que en fait quand on était en train de tourner la vidéo avec Anna, on pensait que ça allait être la dernière partie, mais finalement comme on avait encore beaucoup de choses à dire, il y a la 4e et dernière partie cette fois sur sa chaîne, donc je t'invite à aller la retrouver sur Les Gracieuses, abonne-toi, elle est vraiment topissime, et puis pour nous, bah écoute, je te dis à jeudi prochain, je te fais plein de bisous et puis d'ici là, prends bien soin de toi, ciao.